Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode où on va parler de mon parcours militant. J'ai posé la question petite souris Instagram de ce qui vous intéressait, des questions que vous avez, etc. Et ça semble être un épisode qui vous intéresse parce qu'il y a eu plein de questions de poser. Donc du coup, c'est un épisode que j'ai préparé parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc pour essayer qu'il soit pas trop brouillon, pas trop fouillis, et où il y a effectivement pas mal de choses à dire. Donc je pense qu'il va durer un petit temps et donc je vais m'y mettre d'entrée, qu'on perde pas plus de temps. Donc j'ai divisé cet épisode en deux parties et la deuxième partie elle est redivisée. Non mais j'ai fait ça bien, hein, j'ai fait ça bien pour qu'on s'y perde pas. Donc une première partie sur mon parcours, hein, du coup, puisque c'est ça le sujet, et une deuxième partie de réponse à vos questions. Et dans les réponses à vos questions, je reprends mes notes. Il y a une partie qui sont des questions liées au parcours que moi j'avais pas mis dans mon parcours de base. Il y a une deuxième sous-partie qui sont les questions liées à mon militantisme actuel. Il y a une troisième et dernière partie qui est liée plutôt au professionnel, c'est-à-dire le lien, on va dire ça comme ça, du militantisme avec le travail et ou avec les réseaux sociaux. Il y a eu des questions par rapport à ça. Bon, alors sans plus tarder, comme ça dure pas 3 heures et demie. Sur mon parcours militant, moi je viens d'une famille politisée. Donc déjà, forcément, ça a teinte, tu vas voir, ça va revenir plusieurs fois dans ce parcours, ça teinte beaucoup de choses de mon parcours militant et du parcours politique, j'ai envie de dire, avec un P majuscule au sens large. Donc le fait effectivement d'avoir une famille qui est politisée fait que je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, pour reprendre l'expression d'Obélix. Donc effectivement, moi j'ai toujours baigné là-dedans. Alors quand je dis que je viens d'une famille politisée, c'est-à-dire que je viens d'une famille où il y a à la fois des hommes politiques, de l'échelon de politique locale ou de l'échelon de politique nationale, donc d'une famille politisée au sens dont certains en ont fait un parcours d'élus, de bénévoles, voire d'élus, voire pour certains de politique professionnelle, si je puis dire ça comme ça. Donc du coup, quand je dis famille politisée, c'est au sens politique politicienne. Et puis d'une manière plus générale, une famille politisée dans le sens de l'engagement des valeurs, l'engagement idéologique, l'engagement associatif, l'engagement militant, même pour certains sans l'avoir professionnalisés, si je puis dire ça comme ça, ou en tout cas qui ne se sont pas retrouvés dans la politique institutionnelle, mais qui ont quand même fait de la politique par leur engagement militant, associatif, etc., etc. Donc en tout cas, dans ces deux aspects-là, une famille effectivement politisée. Donc du coup, je baigne dedans depuis petite, et donc ça va quand même influencer beaucoup de choses. Déjà, évidemment, parce que tu baignes dedans, donc t'en entends parler tout le temps. Évidemment, ça transmet tout un tas de valeurs, d'idéologies. Certaines avec lesquelles je suis toujours en accord et certaines dont je me suis détachée, on en reparlera plus tard. Et puis nécessairement ça donne un bagage culturel, si je pourrais dire ça comme ça, d'un vocabulaire que tu entends depuis que tu es enfant, les individus aussi, hein, de figures politiques que j'entends depuis que je suis enfant, le fait d'être familière du débat aussi, de la confrontation, de la contradiction, de l'échange d'idées, de se faire une idée, enfin bon voilà, donc je baigne déjà dans cet environnement-là, donc ça c'est quand même un point très important de mon parcours militant. Après, je dirais que le début de ma politisation individuelle, si je puis dire ça comme ça, elle va se passer collège-lycée, hein. Je pense comme beaucoup de jeunes militants, c'est souvent par là qu'on va commencer à se saisir un petit peu de ces sujets et commencer à s'en saisir en dehors justement de la sphère familiale. C'est plutôt au lycée, je dirais, que l'envie de s'investir va commencer vraiment à se concrétiser. Mais je suis trop jeune, alors ça veut pas dire qu'il y a pas des jeunes de lycée qui peuvent s'investir, mais dans mon cas, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, je suis au lycée, je suis au fin fond de la campagne, je n'ai pas de moyens de locomotion, je viens pas de grande ville, donc du coup il n'y a pas forcément des cercles de jeunes, etc., comme j'ai pu avoir après à la fac, on va en reparler. Et de toute façon, il y a des endroits où quand t'es pas majeur, tu peux pas t'investir. Et il y a le peu de choses qui existent du fin fond de la campagne où je suis, il faut un moyen de locomotion pour y aller, puisque tout est à 3/4 d'heure de voiture. Je t'envoie à l'épisode d'il y a 2 semaines sur la campagne, vivre à la campagne. Et donc du coup, bon voilà, donc il y a pas à ce moment-là au lycée un investissement concret dans des institutions, des associations, etc. Donc c'est plutôt à l'arrivée à la fac que ça va se mettre en route. Et donc, dans un premier temps, mon investissement politique, il est surtout un investissement associatif. Alors, le gros de mon parcours associatif, il a été chez Amnesty International, que j'ai rejoint assez tôt. Alors, je ne saurais plus dire quel âge j'avais exactement, mais 20 ans, entre 19 et 21, là, quelque chose comme ça, ok.
Alors, Amnesty International, c'est aussi dans l'histoire familiale. C'est pour ça que je te disais, cette histoire familiale, elle va revenir plusieurs fois, puisque mon papa a été lui aussi, dans sa jeunesse, un militant activiste de chez Amnesty International. Donc, du coup, c'est une ONG dont j'ai toujours entendu parler. J'ai grandi avec les rapports d'Amnesty qui traînent un peu à droite à gauche. J'en ai toujours un petit peu, voilà, entendu parler comme ça. Et donc, quand j'arrive à la fac, je vais rejoindre Amnesty International, d'abord dans le cercle d'action de l'université. Ça fait partie des grandes associations qui peuvent avoir, pour certaines, des cercles d'action normaux, si j'ai envie de dire, et puis des cercles d'action de jeunes, et notamment souvent dans les universités, il peut y en avoir. Donc du coup, j'ai rejoint le cercle d'action à l'université, et puis bien des années plus tard, quand je suis venue m'installer à la campagne, j'ai rejoint le cercle d'action là du coin, donc d'adultes, si je puis dire ça comme ça, cercle d'action jadis fondé par mon papa, justement. À l'université, mon investissement chez Amnesty International, il m'a aussi permis de tenir des stands. Ça m'a permis de faire signer des pétitions. C'est une grosse partie du travail chez Amnesty International. Signature de pétitions via les stands ou via du militantisme dans la rue, du fait de streeter. Ce qui m'a appris quand même beaucoup de choses, parce que ça forme aussi à l'échange avec les autres, de devoir présenter l'engagement politique qui est celui d'Amnesty. Donc là, quand je dis politique, c'est pas en politique institutionnelle, hein, pour le coup, c'est pas de la politique politicienne, de la popole, comme on dit. Là, on est dans la politique avec un P majuscule, si je fais ça comme ça, dans le politique. Et donc voilà, ça m'a quand même pas mal formé à l'échange avec les autres, de devoir présenter les partis pris que sont ceux d'Amnesty, devoir présenter, devoir argumenter, devoir convaincre. Tu apprends aussi à gérer la contradiction, tu apprends aussi à faire face à des personnes qui partagent pas, en fait, tout simplement, hein, ce socle de valeurs et ces idéologies, savoir répondre. Amnesty a la particularité, pour avoir streeté avec d'autres copains de d'autres associations comme les copains de la Croix-Rouge, d'Action contre la faim, etc. Nous, on avait la particularité, qui est pas unique à Amnesty International, bien entendu, hein, d'avoir d'emblée un positionnement politique, puisque le gros du fondement, si je pourrais dire ça comme ça, d'Amnesty International. Donc Amnesty International, je l'ai même pas précisé, c'est les droits humains au sens large. Et donc une bonne partie du travail de militantisme d'Amnesty, des pétitions, etc., ça concerne la lutte contre la peine de mort, ça concerne la lutte contre les tortures, contre les prisonniers politiques, contre les prisonniers d'opinion, enfin contre le fait d'avoir des tortures, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, etc. Et donc ça, de fait, en fait, et plein d'autres choses, hein, bien sûr, chez Amnesty, mais je veux dire, de fait, dès que tu présentes ton investissement chez Amnesty, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on cherche des signatures de pétitions, etc., d'emblée, la question, elle est politique. Okay. Là, ce que je veux dire par là, c'est que je pense, par exemple, à un copain avec qui je militais des fois, qui était lui chez Action contre la faim, qui, bien sûr, est politique, bien entendu, mais qui pouvaient prendre contact dans la rue par un autre angle, même si, bien entendu, les questions politiques sont imminentes également dans ces associations. Mais chez Amnesty, t'as pas un autre angle, hein. De toute façon, la question, elle est politique de fait. Et donc, voilà, moi, je suis une jeune militante à ce moment-là, j'ai une vingtaine d'années, et donc, j'apprends le fait qu'il y a des sujets qui me paraissent évidents, et que, bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, tu apprends à présenter, tu apprends à argumenter, tu apprends à convaincre, tu apprends la contradiction, tu apprends le débat. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, j'ai été membre du réseau des actions urgentes chez Amnesty International. Donc là, on nous envoie des alertes, entre guillemets, des actions qui sont urgentes, hein, ça porte son nom. Et là, il y a surtout un travail d'écriture de lettres pour contribuer à la pression qu'Amnesty peut mettre pour, la plupart du temps, les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Ensuite, mon engagement associatif, il m'a mené à Point d'eau, qui était une association, enfin qui est d'ailleurs toujours une association sur la question du logement, donc accompagne les personnes qui sont sans domicile fixe et qui leur propose d'avoir un point d'eau, donc tout ce qui va concerner le fait d'avoir accès à l'hygiène, avoir accès aux douches, avoir accès à des kits de survie, etc. Donc là, j'ai aussi appris plein de choses. Donc dans le registre associatif, qui est éminemment politique, bien entendu, mais on va dire un peu plus dans l'angle du social. Voilà, faire l'accueil des bénéficiaires de l'association, les accompagner, voir aussi tout le parcours, et puis ce milieu du social qui était pas vraiment le mien, parce que moi à ce moment-là je suis étudiante en fac de psycho, donc c'est des milieux où on n'est pas du tout loin les uns des autres, mais de voir à l'œuvre, si je puis dire ça comme ça, le travail des camarades éducateurs spécialisés, assistants sociaux, etc., etc. Voilà, donc du coup, plutôt les années de faculté à l'université dans un investissement plutôt associatif, toujours avec une oreille dans la politique politicienne de toute façon, puisque dans la famille,
hein, évidemment, ça continue d'exister. Et puis sur la fin de mes études, ça a été le début de mon investissement dans le militantisme féministe, dont je en parlerai un petit peu après, ce qui va commencer à, comment dirais-je, à changer un petit peu le rapport, qui va être moins proche de l'associatif pur et dur au sens du social, etc. et de commencer à basculer vraiment dans la politique pure et dure, même si bien entendu dans les luttes féministes il y a aussi des grandes questions sociales, mais c'est pas les axes sur lesquels moi j'étais, c'est ça que je veux dire. Et voilà. Après, il y a eu dans ce parcours militant, je dirais, un long moment de militantisme personnel entre guillemets. Alors, ce que je veux dire par militantisme personnel, c'est du militantisme auprès des amis, au fur et à mesure des rencontres, hein, tout simplement, de la vie, dans les repas entre amis, dans les repas en famille, pendant les verres en terrasse, etc. Donc là, il y a une bonne partie de militantisme personnel, si je puis dire ça comme ça. Je sais pas vraiment comment on pourrait appeler ça. Avant d'y avoir un rapport d'un militantisme entre guillemets plus institutionnel, où après il y a eu une phase de participer du coup maintenant au cercle militant, de participer aux journées d'été des partis, d'avoir monté des mouvements ou avoir contribué à des mouvements qui ont existé, dont certains d'ailleurs parmi vous connaissent. Hein. C'était le cas du mouvement Entreprendre ses politiques qu'on a cofondé cet été avec d'autres camarades, avec Thomas Burbidge, avec Laure Daudier, avec Brice Worth, etc. Ils sont pas tous là, mais ils se reconnaîtront pour celles et ceux qui m'écoutent. Qu'on a monté pendant les législatives anticipées de l'été 2024. Le think tank que je suis en train de monter également avec d'autres camarades, qui est l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants. Voilà, donc après d'avoir commencé moi à monter un petit peu mes trucs, etc., de participer à des choses bien sûr qui sont déjà existantes, participer aux journées d'été, voilà. Donc quand je veux dire un militantisme plus institutionnel entre guillemets, c'est au sens de commencer à se rapprocher des mouvements qui sont déjà en place, des partis politiques, etc., etc. Ça, c'était donc la première partie pour faire, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont revenir dans les questions, mais il y avait beaucoup de questions, donc je voulais faire un peu succinct sur le parcours parce que sinon l'épisode il allait durer 2 heures. Voilà, donc là déjà t'as une grande trame, mais justement ça va revenir dans les questions, donc j'en arrive à la deuxième partie, les questions que vous m'avez posées auxquelles vous voulez que je réponde, et la première sous-partie, donc les questions qui sont liées à mon parcours. Comme ça on va continuer un petit peu cette première partie. Alors il y avait une question qui était quand est-ce que ça commence ton parcours militant et quand est-ce que tu bascules dans l'action. Bon, ça je crois que j'ai déjà répondu dans la première partie. On m'a demandé qu'est-ce qui a réveillé le goût du collectif dans ton parcours. Alors il y a la famille, hein, donc de base, vous avez bien compris, puisque à la base ça démarre de là, cet investissement politique. Après je dirais que le goût du collectif il vient aussi bien entendu du lien avec les camarades dans les cercles militants, dans les manifs aussi. Je dirais que j'ai pas parlé des manifs, mais bien sûr il y a cet aspect là aussi. Dans les manifs, dans les associations, dans les cercles militants, dans les groupes d'action et compagnie. Et je dirais que ce goût du collectif, il y a aussi évidemment mon parcours universitaire, qui est plutôt du côté des sciences humaines et sociales, et qui du coup va contribuer bien entendu à te donner une autre lecture, d'avoir des études, d'avoir des faits, de te faire prendre conscience bien entendu de tes privilèges, les relations qui ont jalonné aussi ma vingtaine et qui m'ont permis de rencontrer des gens qui n'avaient pas les mêmes privilèges que moi et qui ont contribué aussi à me faire prendre conscience non seulement de mes privilèges, je pense à des amis racisés dont moi je ne vis pas la discrimination, je pense à des amis qui sont du côté du prolétariat dont moi je ne vis pas les discriminations qui vont avec, etc., etc. Et donc du coup, qui contribuent à changer mon rapport au monde, à me faire prendre conscience de mes privilèges. Ça évidemment, c'est en parallèle de ce parcours universitaire qui vient nimber d'études, de chiffres, de théories, de chercheurs, d'auteurs, etc., etc. Et qu'est-ce que je voulais dire avec mon affaire là? Une histoire de privilège, oui. Et le fait que du coup, comment dirais-je, de prendre conscience de ces privilèges et puis de prendre conscience de l'aspect politique des sujets. C'est-à-dire, c'est par ces biais-là que petit à petit tu arrêtes, enfin en tout cas dans mon parcours à moi, de te penser juste comme un individu et de prendre conscience que tu n'es pas qu'une structure individuelle. C'est que évidemment tu es ancré dans tout un tas de systèmes politiques, culturels, économiques, etc., etc., avec pour plein de sujets du bon côté de la barricade, si je peux dire ça comme ça, et donc avec plein de privilèges. Des fois de l'autre côté de la barricade, par exemple en étant femme. Et donc du coup, c'est ça qui me permet de moins
en moins me penser comme individu, alors je dis pas plus, mais de moins en moins dans ce parcours-là me penser juste comme un individu, mais de penser les questions politiques, et donc avec un rapport effectivement collectiviste, si je puis dire ça comme ça, et donc de décider à un moment donné de qu'est-ce que tu décides de politiser, tu vois. C'est le fait de, par exemple, le privilège d'être blanche, c'est évidemment prendre conscience de ce privilège, c'est d'être au contact de mes proches qui sont amis, etc., qui sont racisés et qui du coup évidemment vont me faire prendre conscience de ce qu'ils vivent, et puis après de se dire ok, en fait mes privilèges de blanche impliquent énormément de choses. Par contre, je vais décider de politiser mon antiracisme plutôt que de politiser mon racisme. Et évidemment, dans cette politisation de l'antiracisme, c'est un long chemin, et j'ai clairement un milliard de choses à apprendre encore, bien entendu, sur ce sujet. Mais je pense que ce rapport au collectif, il vient de là. Après, peut-être qu'il y a un rapport, comment dirais-je, une part qui s'explique peut-être moins de la question des affects, de tel ou tel sujet qui te parle plus, etc., en dehors des sujets qui te concernent directement, mais de sujets qui parlent plus ou moins, et donc en tout cas pour moi quelque chose qui m'a souvent habité dans le fait d'être très habité par la question de l'injustice, parce que ça fait partie de mon parcours de vie aussi, mais être habité par la question de l'injustice, et donc être d'une manière générale habité par tous les individus, et ils sont malheureusement très nombreux et trop nombreux à avoir moins de chances que moi, moins de privilèges que moi, donc ça c'est quelque chose qui m'habite et que j'essaie de politiser, de continuer à politiser. Ensuite, on m'a posé la question de quelles ont été les étapes de ton militantisme. Alors, j'y ai déjà répondu en partie, mais j'ai décidé quand même de garder cette question pour faire une espèce de timeline, ce qui va permettre de synthétiser un petit peu la première partie sur le parcours et de redire deux, trois autres choses. Donc, si je pouvais faire les grandes étapes, on va dire ça comme ça, de ce parcours militant, donc il y a l'immersion familiale, bien compris. Deuxièmement, l'immersion d'abord associative, avant d'arriver dans la politisation de ces questions-là, donc de ne plus y être uniquement, si je puis dire ça comme ça, dans un rapport sciences humaines, sciences sociales, pour faire le lien avec le parcours qui était le mien à ce moment-là, mais d'une politisation notamment via le sujet des droits humains chez Amnesty International et puis des luttes féministes. Ensuite, une quatrième étape de militantisme entre guillemets personnel, comme je l'ai appelé au début de cet épisode. Donc le fait de militer au sein de la famille, des amis, etc. Le fait je sais pas moi, de verre en terrasse, quand je dis de verre en terrasse, c'est donc aussi pas toujours avec tes amis. C'est que des fois t'as tes potes, et puis t'as les potes des potes, et puis t'as les cousins des potes des potes. Enfin bref, et donc du coup tu vois d'aller militer plutôt en ultra local, si je puis dire ça comme ça. Mais ça t'apprend beaucoup de choses. Parce que ça apprend la confrontation, ça apprend la contradiction, t'apprends aussi à roder ton discours, à force de répéter un petit peu les mêmes thèmes, les mêmes sujets, les sujets qui te tiennent à cœur, sur lesquels t'as envie de convaincre, sur lesquels t'as envie de militer, et donc tu apprends à connaître les sujets aussi que tu maîtrises moins, les points sur lesquels tu t'es fait cornériser, et que du coup tu reviens chez toi, et puis tu vas, je sais pas moi, écouter des conférences, écouter des podcasts, lire des bouquins, échanger avec des camarades pour essayer de monter en connaissance sur ce sujet-là, et donc d'être au fur et à mesure de plus en plus conséquent sur les différents sujets. Ensuite, une cinquième étape entre guillemets de militantisme, comme je disais, institutionnel entre guillemets, donc de commencer à rapatrier les groupes d'action, les cercles d'action, les journées d'été et compagnie. Alors là, j'ai beaucoup, et toujours, et pour toute la vie d'ailleurs, appris avec les autres camarades, clairement. Surtout, c'est vraiment là pour moi que j'ai commencé à appréhender les notions de stratégie militante, parce que tant que tu es seul, entre guillemets, t'es jamais seul dans ton militantisme, mais tu vois ce que je veux dire, quand tu milites de ton côté avec de très gros guillemets, tu as moins ces sujets-là, voire pas du tout, qui se présentent, alors que là, le fait évidemment d'y être de manière collective, et donc collective en lien avec des sujets concrètement les campagnes législatives, électorales d'une manière générale, vous voyez par exemple ce genre de sujet-là, ça va poser la question des stratégies militantes. Bon, et donc là pour le coup j'ai aussi beaucoup appris dans le fait, et toujours bien sûr, d'apprendre à se mettre d'accord, d'apprendre à assumer les lignes de rupture aussi au sein d'un même univers. Évidemment, tu apprends énormément des autres camarades qui sont plus calés que toi sur certains sujets ou sur certaines stratégies.
sur certaines manières de faire, donc évidemment c'est une étape où j'apprends beaucoup et toujours. Et puis la dernière étape, si je pourrais dire ça, pour faire le lien avec les questions qui viendront après, c'est un espèce de militantisme entre guillemets professionnel, je veux dire où ça va commencer à se mêler aussi avec mon travail, donc le fait d'avoir participé à la création du mouvement Entreprendre c'est politique, la création de l'Institut des travailleuses et travailleurs indépendants, qui est toujours, alors il y en a plein qui m'ont dit quand est-ce qu'on peut voir un site, etc. Ça arrive. J'arrive. Les prises de position et les prises de parole que je peux faire via Bien dans ta boîte, que ce soit par les masterclass, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, par les cafés React, etc. Donc ça c'est un peu une autre étape. Je la différencie parce qu'il y a eu des questions là-dessus et je comprends que ça génère pas mal de questions. Nous en arrivons dans le grand 2 petit 2, je crois que c'est ça, je reprends mes notes, c'est ça. On est dans le grand 2, réponse à vos questions. Deuxième sous-partie, les questions qui sont liées à mon militantisme actuel. Alors là, on m'a posé une question que je trouvais très intéressante et franchement, elle n'était pas si simple, elle n'était pas vite répondue. Cette question, elle n'était pas si simple que ça à traiter. La question qu'on m'a posée, c'est quelle militante tu penses être aujourd'hui? Et j'ai trouvé cette question super intéressante et franchement, je l'ai trouvée pas si simple. Alors je sais pas si les militants et militantes qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être vous ferez ce petit exercice de votre côté et vous me direz si c'est moi qui ai été particulièrement en difficulté pour répondre à cette question ou si effectivement elle est pas si simple que ça à traiter. Alors, ce que je peux en dire, c'est que quelle militante je pense être aujourd'hui? Je dirais que je suis une militante de gauche, ça sans surprise, je crois que personne ne tombe de sa chaise en m'écoutant, je crois. Je suis une militante en formation. Je dirais ça pour toujours, de toute façon, parce que de toute façon, dans le combat politique, on apprend toute sa vie. Mais ça me paraît important parce que vraiment, comme pour tous les sujets, bien sûr, plus tu apprends, plus tu te rends compte de tout ce qu'il te reste à apprendre. Donc évidemment, et en plus, le militantisme politique, ça touche tellement de sujets puisque tout est politique, n'est-ce pas? Presque tout est politique, pas tout, presque tout est politique. Et donc, nécessairement, il y a tellement de sujets à traiter que nécessairement tu peux pas tout connaître partout, surtout à mon jeune âge, n'est-ce pas? Moi je n'ai que 30 ans, donc nécessairement tu peux pas tout savoir sur tout, ça c'est évident. Donc voilà, je dirais que je suis une militante de gauche, que je suis une militante en formation. Je peux donner 3 mots pour qualifier le gros de ma ligne politique, parce que peut-être il y en a qui attendent impatiemment mais concrètement, quelles sont tes idées? Alors en 3 mots, mes idées, ma ligne elle est antifasciste 1, le gros de mon engagement, féministe, bien entendu, vous l'avez déjà entendu dans cet épisode, je l'ai déjà mentionné, antifasciste 1, féministe 2, ligne anticapitaliste 3. Donc voilà, si je pouvais donner 3 mots pour vous qualifier le gros de ma ligne, ce sont pas les seuls sujets qui m'intéressent, mais j'ai envie de dire que déjà à eux 3, ils en couvrent déjà beaucoup, bien entendu. Mais voilà, pour en donner 3, pour donner le gros de la ligne, antifasciste, féministe, anticapitaliste. Je suis une militante vraiment investie du plus profond de moi-même, c'est vraiment viscéral, je pense, comme beaucoup, de toute façon, de militants, militantes. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose c'est plus fort que moi, quoi, si on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment viscéral, c'est vraiment du plus profond de moi-même, et j'ai envie de dire d'autant plus en ce moment où nous sommes appelés par l'histoire, parce que nous sommes vraiment face à des enjeux immenses. Je suis une militante soucieuse de savoir au mieux là où je suis utile, c'est-à-dire quels sont les sujets sur lesquels je suis les plus conséquente et de quelle manière je suis la plus conséquente. Donc quand je dis conséquente, c'est-à-dire au sens de quels sont les sujets, les manières, les endroits où je produis le plus de conséquences. C'est ça que je veux dire par conséquente. Donc voilà, une militante soucieuse de savoir au mieux où je suis utile, une militante soucieuse du coup en miroir bien sûr de laisser les camarades plus conséquents que moi agir sur d'autres sujets, sur d'autres axes, avec d'autres outils, d'autres manières de faire, pour que voilà, ils sont plus conséquents que moi, c'est à eux de le faire, mais tout en gardant le souci bien sûr d'apprendre d'eux, ça c'est clair, et surtout de faire front ensemble. Moi j'ai vraiment un avis que on règle les désaccords et les conflits en interne des mouvements, en interne des partis, en interne des associations, etc. Pas en place publique. Il faut absolument qu'on apprenne à faire front, il faut savoir tenir la ligne. Ça c'est vraiment un point qui me tient à cœur. Surtout pour être donc on se le dit clairement, une militante de gauche, je n'apprends rien à personne. Que vous soyez, vous aussi, de ces espaces politiques ou que vous n'y soyez pas, ça n'a échappé à personne, que nous avons souvent des désaccords, des discordances, des conflits, etc. Et c'est normal.
Ouais, ça fait partie du combat politique. Moi, je n'ai pas un rapport idéaliste à ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais pu rajouter dans ma présentation. Je suis pas attachée, je suis plus attachée à une vision idéaliste des choses. Alors, quand on dit idéaliste au sens philosophique, c'est-à-dire que ce sont les idées qui font avancer l'histoire. Je crois que ce sont les hommes qui font avancer l'histoire. Et qui du coup modifient les institutions, et que du coup les institutions changent les individus, et que du coup les individus en changeant vont remodifier les institutions, bref, donc dans une approche plus matérialiste. Et donc du coup j'ai pas une approche le moins possible, tout du moins, parce que c'est toujours un travail, mais j'essaye d'avoir l'approche la moins morale possible. Alors ne hurlez pas, je m'explique. Quand je dis la moins morale possible, c'est au sens, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça ne m'intéresse plus beaucoup de penser la question de est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant. Je caricature, mais c'est pour expliquer mon propos sans qu'on y passe 4 heures. Ma question c'est qu'est-ce qui est conséquent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc le fait que par exemple, pour en revenir à mon sujet de départ, qu'il puisse y avoir des désaccords, des conflits, etc. Au sein de la gauche, ben en fait j'ai envie de dire c'est évident, la question n'est pas là en fait. Et j'ai même envie de dire encore heureux que nous puissions exprimer nos désaccords, nos différences de ligne, les différences de stratégie, et de toujours remettre en fait dans ce contexte, justement par cette vision matérialiste, de remettre dans le contexte historique, de comprendre comment la gauche se met en place, les différents courants qui la traversent, comment ils ont évolué avec l'histoire, comment les individus font évoluer ces courants, et du coup comment ces courants en évoluant font changer les individus qui les constituent, bref. Et donc du coup, voilà, moi c'est pas vraiment un sujet, ça c'est un truc que j'entends souvent, vous êtes jamais d'accord sur rien, mais, encore heureux que nous ayons des désaccords et que nous puissions les exprimer, et que le jeu démocratique se fasse. Là où je peux avoir plutôt des désaccords, c'est sur le fait que ça c'est à régler en interne, mais quand on est sur place publique, entre guillemets, et qu'on dit qu'on fait équipe, qu'on dit qu'on fait front, et que donc on va militer ensemble, ça veut dire qu'on milite ensemble. C'est pas pour hurler avec les loups et balancer les copains sous bus, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis la dernière chose que je pourrais avoir à dire sur cette jolie question-là, eh ben, je dirais que je suis une militante inquiète, souvent, pas résignée pour autant, puisque comme j'aime bien dire, qui n'est pas une formule qui m'appartient du tout, hein, c'est pas moi qui l'ai pensé, mais comme j'aime bien dire, tant que la vie continue, la lutte continue, donc inquiète oui, résignée non. Ensuite, il y avait une autre question qui était est-ce que tu milites sur tous les sujets qui t'importent, ou certains sujets, ou est-ce que sur certains sujets tu ne milites pas? Alors ça, pour le coup, j'ai une réponse en 3 points. Je milite ouvertement sur mes sujets de prédilection. Je me forme sur les sujets que je maîtrise moins. Ça m'empêche pas nécessairement de prendre la parole, mais c'est souvent une parole qui est voilà un peu plus timide, un peu plus réservée, un peu plus modérée, parce que je maîtrise pas très très bien le sujet. Donc 1, je milite ouvertement sur mes sujets de prédilection. 2, je me forme sur les sujets que je maîtrise moins. 3, je soutiens les camarades qui sont conséquents sur les sujets que je ne maîtrise pas. Donc ça rejoint le point d'avant, c'est-à-dire bon si je maîtrise pas le sujet, je vais pas me mettre toute seule dans la situation de faire démonstration que je ne le maîtrise pas, et surtout au-delà de passer pour une quiche, c'est surtout que ça va pas servir la cause ou le sujet en question. Donc là, je vais laisser les militants, les camarades qui sont conséquents et conséquentes le faire. En revanche, et donc là, ça rejoint le point d'avant, j'estime que du coup, le minimum de ma place à moi sur les sujets que je ne maîtrise pas, c'est de soutenir les camarades. Je reprends cet exemple-là dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que par exemple dans les luttes antiracistes, clairement je ne suis pas ultra conséquente, je ne connais pas hyper bien tous les sujets qui sont liés à l'histoire, je connais pas tous les marqueurs, etc. Donc je me forme pour continuer à progresser là-dessus, et deuxième point surtout, je laisse les camarades qui sont conséquents et conséquentes s'en occuper. En revanche, je tiens la ligne et je fais front avec elles et avec eux quand ils sont attaqués. Ensuite, dernière question de cette sous-partie, la question était comment tu décrirais ce qu'implique d'être militant ou militante en 2025. Alors franchement, la réponse qui m'est venue ici, c'est de dire la même chose que d'être militant avant. Allez, on peut quand même ajouter effectivement la question des réseaux sociaux. Alors c'est pas propre à 2025, mais le fait qu'effectivement il y a un rapport aux réseaux sociaux qui vont impliquer effectivement d'autres thématiques, la thématique de se faire ban, la thématique d'être shadowban, la thématique du cyberharcèlement, bien entendu. Donc bon, ça, comparé à du militantisme d'il y a plusieurs dizaines d'années, effectivement il y a quand même cet aspect-là entre guillemets qui est nouveau et qui est à prendre en compte. Sinon, je dirais globalement la même chose qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense comprendre le sous-entendu qu'il y a, c'est en 2025, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel nous sommes.
Bon, je pense que ce qu'implique d'être militant, militante en 2025, ça implique d'être basé le plus possible, ça implique de penser la notion des stratégies militantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'être dans un rapport idéaliste de la situation. Non, nous avons besoin d'avoir des militants basés, nous avons besoin d'avoir des militants qui sont conséquents, nous avons besoin d'avoir des militants qui sont engagés, et il y a différentes manières de s'engager, on va en reparler après parce que il y a eu une question là-dessus. On a besoin d'avoir des militants en forme, évidemment. Et donc ça implique aussi par moment de savoir, évidemment, se retirer, la thématique du burn-out militant, etc. Ça implique aussi de savoir se retirer, de prendre soin de soi pour revenir en forme, pour être utile et conséquent, et prendre soin de soi, bien entendu, dans cette histoire-là. Voilà, je pense que la situation, je sors de mes notes 2 secondes, je pense que la situation politique nationale et internationale dans laquelle nous sommes, elle est sérieuse, elle est grave. On va pas se raconter d'histoire. Je vais pas faire un truc genre bon ça va, faut pas paniquer, machin. Un, c'est pas mon style. Deux, le but de cet épisode, c'est pas de dire oh, vous inquiétez pas, on a le temps. Non, en vrai, on n'a pas le temps. En vrai, je vais le dire clairement, nous sommes vraiment à un tournant. Nous sommes à un tournant qui est tout aussi inquiétant que ce qu'il est prometteur. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette lecture historique des choses permet de comprendre que jusque-là, nous étions dans une situation de statu quo. Alors quand on est gagnant du statu quo, bon bah à la limite ça va. Pour les personnes qui sont du mauvais côté de la force, je pense que le statu quo, évidemment, il y en a marre. Et quand je dis je pense, vous avez bien compris que c'est un euphémisme pour dire évidemment il y en a marre. Donc maintenant nous sommes dans une situation de rupture, et cette situation de rupture, bah, elle peut aller d'un côté ou aller de l'autre. Donc évidemment, bah, il y a des forces politiques qui vont se saisir des deux options et qui vont tirer chacune de leur côté. Ça, jusque-là, c'est la vie politique. C'est l'histoire de la politique et c'est l'histoire des luttes. Donc, jusque-là, soit. Du coup, c'est pour ça que je dis c'est tout aussi inquiétant que de l'extrême droitisation, ça c'est clair, de la montée du fascisme, on va pas se raconter d'histoire, c'est clair, c'est effrayant. C'est effrayant, mais une fois qu'on a dit ça, il faut s'engager. Et de l'autre côté, il y a aussi un axe prometteur, c'est-à-dire que c'est aussi dans ces moments de rupture que les forces sociales du mouvement social peuvent se saisir de cette bifurcation pour mettre un grand coup de gouvernail, si je pourrais dire ça comme ça, et pivoter dans l'autre sens. Donc nous avons encore la possibilité de pivoter dans l'autre sens. Par contre, la possibilité, il faut s'en saisir maintenant. Ça, on est bien d'accord. C'est pas la peine de s'en saisir dans 10 ans, il faut le faire maintenant. Donc, je crois qu'il faut pas idéaliser entre guillemets le militantisme d'avant, de rentrer un peu dans ce truc de ouais c'était mieux avant, il y avait pas les réseaux sociaux, je ne sais quoi. Non, être engagé dans la lutte, c'est fatigant, c'est stressant, c'est démobilisant par moments, ça emmène plein d'enjeux, de questions individuelles, personnelles, de questions relationnelles aussi, dans les familles, dans les amitiés, dans les couples, de rapports à la société, au monde, au travail. Bref, oui, ça a plein d'enjeux, c'est vrai. Maintenant, vous avez aussi des générations pas loin de la vôtre, hein, bien entendu, et de la nôtre, évidemment, et qui ont vécu des années avec la guerre froide et qu'on leur a rabâché les oreilles tous les 4 matins, on leur expliquant que vous allez se prendre une bombe sur la tête, en fait. Hein. Donc, bon, à un moment donné, c'est pas là non plus le truc d'idéaliser le militantisme d'avant. La lutte de tout temps, c'est fatigant, c'est stressant, par moments c'est démobilisant, c'est engageant dans les deux sens du terme. Bon. Après, effectivement, nous sommes là dans un contexte de rupture, si je peux dire ça comme ça, qui effectivement implique un peu deux chemins possibles. Maintenant, allez, un troisième, on peut dire ça comme ça pour les adeptes de la troisième voie, qui sont les adeptes du statu quo. Bon, allez, on va dire 3 voies pour être un peu plus précise. Bon, bah voilà, maintenant vous avez 3 voies devant vous. La question, c'est où est-ce que vous décidez de vous engager et de vous impliquer d'une manière ou d'une autre. Pour celles et ceux. Enfin, si vous écoutez cet épisode, c'est que j'imagine d'une manière ou d'une autre. Ça vous intéresse. Bon. Donc voilà, effectivement, la lutte de tout temps, c'est fatigant, c'est stressant, c'est démobilisant, c'est engageant, ça emmène plein d'enjeux. Mais, comme j'aime bien le dire aussi, le militantisme, c'est aussi des rencontres, c'est aussi la solidarité, c'est aussi faire la fête, c'est aussi des rassemblements, du collectif, etc. Et puis voilà, le militantisme, on apprend plein de choses. On apprend à être solidaire, on apprend à penser le monde, on apprend à penser le travail, on apprend à se penser soi-même. Tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Tu sais pourquoi tu le fais, et puis après, il y a la question du sens du devoir. Surtout en ce moment, bien entendu, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt, du sentiment d'être appelé par l'histoire, quand même. Hein. Je crois que c'est Cyril Dion, je crois que c'est lui.
Je veux pas dire de bêtises. Il y a quelques semaines, un mois ou deux, là. Bon, moi, c'est pas tout à fait mes lignes politiques, hein, vous avez bien compris, mais peu importe, je le rejoins à 100%. Je crois que c'était sur France Inter, mais je veux pas dire de bêtises, qui a dit, il est peut-être temps d'arrêter de se demander de quel côté de l'histoire nous aurions été il y a 80 ans et de se poser la question de aujourd'hui, de quel côté de l'histoire vous voulez être. Je suis vraiment d'accord avec ce point-là, hein. Donc voilà, je pense que quand on est habité par le combat politique, au sens large, eh bien, il y a un moment, tu sais pourquoi tu le fais, et puis après, t'as le sens du devoir, alors tu fais. Voilà. Ça permet aussi, le fait d'être militant et d'être dans l'action, ça permet aussi de sortir du subir, de sortir du sentiment d'impuissance, ou tout du moins en partie. Ouais. Et puis voilà, des fois, comme nous tous et nous toutes militants, militantes, il y a plein de fois j'ai envie de laisser tomber. Franchement, on va pas se mentir. Il y a plein de fois, j'ai envie d'être dans le déni, j'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie de laisser tomber, je me dis que ça sert à rien, je me dis que de toute façon on n'y arrivera pas, je me dis que de toute façon moi toute seule je vais rien changer à la situation. C'est normal qu'il y ait des moments comme ça. Mais déjà, un, c'est plus fort que moi. Je vous l'ai dit plus tôt. Et deuxièmement, il y a un moment où je me suis aussi confrontée à moi-même en me disant, sincèrement, je m'en voudrais plus de ne rien faire que d'assumer les conséquences de faire quelque chose. Donc bah après, vous avez écouté 20 000 fois mes épisodes de podcast plutôt orientés psycho, et donc je vous parle souvent d'analyse transactionnelle, et je vous le dis souvent, l'adulte transactionnel, il fait des choix et il en assume les conséquences. Donc à bout d'un moment, en adulte transactionnel, j'ai dit qu'est-ce que je décide de faire. Soit je décide de ne rien faire, de ne pas m'impliquer, et voilà tout la colonne des plus, et puis voilà la colonne des moins, soit je décide de m'impliquer, voilà la colonne des plus, voilà la colonne des moins. Et à partir de là, je fais un choix et je vais en assumer les conséquences. Moi, dans mon cas, vous le savez, je préfère faire et assumer les conséquences de faire, et surtout maintenant, parce que je sais très bien avec lucidité que je n'aurai peut-être pas la possibilité de le faire tout le temps, que de ne pas faire. Ensuite, nous arrivons à la dernière sous-partie, les questions du militantisme qui sont en lien avec le travail et ou avec les réseaux sociaux. Et donc ici, on m'a posé la question de comment tu conjugues ta posture professionnelle avec ton parcours militant, notamment en parlant de ça sur tes interfaces professionnelles. Bon, alors ici, moi je trouve que ça fait partie de mon travail, parce que j'estime que accompagner, c'est politique, accompagner des gens, je veux dire, c'est politique, former des gens, c'est politique, entreprendre, c'est politique. On en a même fait un mouvement militant cet été donc l'été dernier pour les législatives anticipées de 2024. Moi-même, je vous avoue, je suis assez lassée de suivre des comptes qui tiennent des discours sans conscience politique de ce qui est dit. Vraiment ce côté dépolitisé, dépolitisant, apolitisant. J'avoue que moi-même je suis un peu lassée, surtout je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis là, mais quand on a cette conscience aiguë de la situation, de l'urgence de la situation, de l'enjeu de la situation, ça peut agacer, vous voyez. Alors moi je dis pas qu'il faut faire que de la politique tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voir la politique tout le temps, partout. Je veux dire, il y a des moments où il y a autre chose qui s'impose, hein. Par exemple, quand on est dans l'espace du couple, il y a l'amour qui triomphe de ça, en fait. Quand on regarde une œuvre d'art, il y a l'art qui s'impose aussi, vous voyez. Même si l'art peut être politique, bien entendu. Le couple aussi, l'intime par essence politique. Mais voilà, je pense que c'est pas la peine de jouer au politiste en voyant le politique partout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis bon, c'est un truc aussi à dérailler complètement. Mais je pense que vous comprenez, celles et ceux qui se sentent concernés, ce que je veux dire. C'est que quand on est très habité par ça, et qu'en plus on est dans un contexte tel qu'on l'est actuellement, où il y a un sentiment, et qui est un sentiment, attention, hein, qui est une réalité, hein, d'urgence, de grande importance. Quand on est face à des comptes, notamment dans nos milieux où tout est dépolitisé, tout est apolitisé, qui se pensent en dehors de la conscience politique, et encore une fois, quand je dis conscience politique, je ne parle pas que de popole, je ne parle pas que de politique politicienne, je parle de le politique avec un P majuscule, hein, littéralement de la vie de la cité. C'est un peu tarte à la crème parce que maintenant tout le monde le répète, mais ça vaut le coup de le répéter de temps en temps. Ça peut un peu agacer, hein, ça peut frustrer, ça peut un peu révolter, etc. Donc moi-même, je suis assez lassée de voir des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ne prennent pas position. Alors attention, hein, quand je dis que je suis lassée, je dis pas qu'ils ont tort ou raison. Moi, dans mon monde à moi, ils devraient se positionner, on est d'accord. Après, c'est leur bon droit légal et psychique de faire autrement, hein. Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même un truc. Moi, pour partager un exemple très concret, il y a quelques mois de ça, et il y en a plein parmi vous qui ont participé, je vous remercie. J'ai fait une petite étude de marché pour bien dans ta boîte, pour voir un petit peu si le secteur avait bougé, les envies, les besoins, machin, bref, tu connais. Et au bout d'un moment, je crois que c'était à la question,
Ouais, j'avais posé une question dans la première partie qui était de demander à celles et ceux qui participaient quels étaient les entrepreneurs entrepreneuses qui les inspiraient et les entrepreneurs entrepreneuses du secteur qui les inspiraient. Ben, j'ai eu beaucoup de réponses il y a telle personne qui m'inspire, mais son manque de prise de position politique, ça me frustre, ça me dérange. Son manque d'investissement, c'est pas investissement qui était choisi, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Écologique, ça me frustre. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose où les gens, je dis les gens comme ça parce que ça veut rien dire les gens, genre moi aussi je suis les gens, tu vois. Mais les gens, entre guillemets, ont aussi envie de voir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui s'investissent, qui prennent position, qui prennent parti. En plus, ça a aussi des avantages professionnels, hein, franchement, de faire ça. Alors évidemment, vous avez bien compris, moi je le fais pas pour ça, mais histoire de peut-être motiver celles et ceux qui sont prêts à le faire, mais qui sont un petit peu encore réticents, et je comprends, hein, parce que moi aussi j'ai mis du temps, il y a plein d'inquiétudes qui vont avec et tout, je comprends. Mais ça a aussi des avantages, ça peut avoir aussi des avantages professionnels, hein, quand on est travailleur indépendant, travailleuse indépendante, de prendre position, ça participe à ton image, ça participe à l'image de la marque, ça permet d'avoir, surtout moi, le plus gros bénéfice que je trouve, c'est d'avoir des clients qui sont alignés avec mes valeurs, et de toute façon, ça, j'allais en parler après, c'est que en séance, vraiment, que ce soit dans mes formations ou que ce soit dans les coachings, la question de la politisation des accompagnements, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, j'en ai déjà fait des masterclass, etc. Et de toute façon, moi, je travaille avec un référentiel systémique. Et donc, de fait, ça, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, le référentiel systémique implique de fait de considérer l'individu, le système famille, le système couple, le système travail, les systèmes culturels, les systèmes politiques, les systèmes économiques, etc. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, par le référentiel qui est le mien et que j'ai sûrement choisi pour des raisons politiques, soit dit en passant, de toute façon, il y a une politisation des accompagnements. Donc, de toute façon, j'ai même intérêt à ne pas me retrouver avec des personnes qui sont vraiment radicalement opposées de moi, notamment dans les formations. Parce qu'en fait, ça ne va pas leur plaire, tout simplement. Hein, parce que, évidemment, c'est politique. Le choix des sujets que j'ai au programme de mes formations, c'est politique. Le choix des intervenants, des intervenantes, c'est politique. L'angle d'approche, c'est politique. Je pense notamment à ma formation de niveau 2, accompagnée avec une vision systémique. Il y a des cours sur les mouvements féministes, il y a des cours sur l'anticapitalisme, enfin sur le capitalisme et l'anticapitalisme, il y a un cours sur les mouvements antiracistes. Bon, déjà ça, c'est politique. Et même à l'intérieur de ça, la manière dont je vais décider d'en parler, est plutôt, si je décide d'y aller avec une lecture plutôt du courant radical, si j'essaie d'y aller plutôt avec une lecture du courant intersectionnel, si j'essaie d'y aller plutôt avec une lecture du courant marxiste, bref, etc., etc., c'est aussi politique. Donc de toute façon, ça rejoint ce que je disais, c'est que moi je suis en mode, mais de toute façon, dans le métier que je fais, mes choix sont politiques. Les plateformes sur lesquelles je me mets, c'est politique. Pour une raison ou pour une autre, mais c'est politique aussi. Ça veut pas dire que c'est que politique. Mais par contre, c'est toujours cette idée de ne pas dépolitiser ce qu'on fait, ce qu'on dit. Les propos que je tiens sur l'accompagnement, sur la manière d'accompagner les autres par rapport à mes formations, etc., c'est aussi politique. Enfin, je veux dire, vous allez pas demain, je crois pas, écouter un podcast de moi. C'est des choses que j'ai pu penser dans une période de confusion libérale, mais et donc dire probablement. Mais aujourd'hui, vous allez pas a priori m'entendre dire des trucs du type bon, ça je le disais pas, mais bon, c'est pas grave, c'est le seul exemple qui me vient. Quand on veut, on peut. Oui. Parce que, évidemment, c'est politique. Tu es en train d'en référer à une question méritocratique qui fait pas partie du référentiel qui est le mien. Et qui non seulement n'en fait pas partie, mais surtout fait partie de mon référentiel, le fait de combattre ce discours méritocratique. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, c'est peut-on militer sans en parler sur les réseaux sociaux qui sont ma vitrine professionnelle selon toi? Alors oui, évidemment, évidemment que vous pouvez rejoindre les associations, vous pouvez, alors sur les réseaux sociaux, vous pouvez déjà éventuellement relayer le contenu d'autres militants et militantes sur vos comptes personnels, par exemple. Et si vous voulez vraiment rien avoir à faire sur les réseaux sociaux en termes de militantisme, vous pouvez rejoindre des associations, vous pouvez rejoindre des cercles d'action, vous pouvez rejoindre éventuellement les partis politiques.
Vous pouvez faire du militantisme dans votre cercle proche, auprès de vos amis, des amis, de la famille, etc. On peut aller tracter pendant les élections aussi. Vous pouvez vous proposer bénévole, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas être là entre guillemets à temps plein, vous pouvez aussi, et c'est le cas de beaucoup d'ailleurs, hein, et il faut que je dise un truc par rapport à ça après, participer au moment des élections. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était le fait que par exemple, quand donc législatives anticipées de juillet 2024, la gauche gagne les élections. Okay. Alors, un parti pris avant qu'il y en ait dans les commentaires qui va dire ils n'ont pas gagné, personne n'a gagné, bah en tout cas c'est la force politique arrivée en tête. Allez, ils n'ont pas gagné, d'accord. La force politique qui arrive en tête aux élections, c'est donc le nouveau Front populaire, comme vous le savez. Bon, et donc après, on a des fois lu et entendu ce vocabulaire qui m'a agacé, qui était de dire il y a eu un sursaut. Il y a eu un sursaut pour faire barrage au Rassemblement national, etc. Ça, c'est une manière, vous voyez, ça par exemple, c'est politique. C'est-à-dire que c'est une manière par le langage de confisquer les forces militantes et donc de confisquer le réel. Il n'y a pas eu un sursaut pendant les élections législatives de 2024. Il y a les forces militantes qui ont mis pendant 3 semaines leur vie personnelle et leur vie professionnelle de côté, qui sont allés faire du porte-à-porte, qui sont allés tracter dans la rue, qui ont fait du militantisme sur les réseaux sociaux, qui ont fait du militantisme auprès de leurs proches, etc., etc. Bref, ce sont les forces militantes qui ont gagné cette élection. Ce sont les forces militantes qui ont permis au nouveau Front populaire d'arriver en tête des élections législatives de 2024. C'est pas un sursaut, c'est pas un phénomène mystique qui est arrivé comme ça et qui aurait traversé des millions de personnes. Non, c'est pas ça. C'est les militants et les militantes qui gagnent les élections en fait et qui font gagner les élections. C'est les militants et les militantes qui gagnent les combats syndicaux, qui gagnent les combats féministes, etc., etc. Voilà, donc on peut faire ça, vous pouvez politiser vos accompagnements aussi, puisque je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement évidemment qui m'écoutent aussi, donc politiser ces accompagnements. Alors bon, j'en avais fait une masterclass, donc je vais pas redétailler ici, sinon ça va nous prendre 4 heures, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, tout du moins, à minima, ne pas dépolitiser les thématiques qu'on vous emmène. Hein, je prends cet exemple-là, je le prends souvent, mais il a le mérite d'être parlant. La thématique de l'éco-anxiété, par exemple, moi je pense qu'il ne faut pas, enfin j'affirme, qu'il ne faut pas s'en servir parce que ça dépolitise le sujet. Les gens ne sont pas éco-anxieux, ils sont éco-réalistes. Enfin, pardon, mais en fait, à un moment donné, cette question de l'éco-anxiété, c'est une énième manière d'individualiser et en plus de psychiatriser la problématique. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation ne sont pas des éco-anxieux, ils sont éco-réalistes. Votre sujet, c'est au mieux d'en faire des éco-furieux, comme on dit des fois, au minimum de ne pas dépolitiser. Bien sûr, après, ça va relever de votre thématique de professionnel de l'accompagnement, d'accompagner le ou la bénéficiaire avec ces sujets-là, mais je pense que le fait de tomber dans ces trucs de dépolitisation, vous voyez, je peux vous donner un autre exemple que je prends souvent, c'est la question de la charge mentale. Okay. Les femmes qui viennent vous voir avec des thématiques de charge mentale en séance, c'est un problème politique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu individuel, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu de la dynamique relationnelle dans le couple, c'est moi qui veux dire ça, je fais ça toute l'année, d'accord? Mais il y a un enjeu politique, c'est qu'elles ont de la charge mentale parce qu'elles sont des femmes, en premier lieu. D'abord parce qu'elles sont des femmes, d'abord parce que c'est sur elles, politiquement, que repose la charge mentale, la charge émotionnelle, le travail domestique, etc. Et un milliard d'autres choses, j'ai pas le temps de les lister, parce que sinon, encore une fois, l'épisode, il va durer 4 heures. Donc voilà, il y a plein de manières de s'investir dans le combat militant. Je pense que il y a plein de sujets qui sont pas simples. En dehors des sujets militants, je veux dire, ça emmène plein de situations qui sont pas simples, c'est vrai. Comme la question de militer dans le couple, la question de militer entre amis, la question de gérer les désaccords familiaux, amicaux, amoureux, de la belle famille, etc. Oui, c'est vrai, il y a plein de sujets qui sont pas simples, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, il y a 2 choses. La première, c'est, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est est-ce que je préfère ne rien faire et j'assumerai les conséquences de n'avoir rien fait, ou est-ce que je préfère faire et j'assumerai les conséquences de faire? Vous voyez, pas la peine après de dire oui, mais tu comprends, moi je suis militante, bah oui, tu assumes le fait de l'être, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en être fatigué ou gonflé, mais bon, bref, vous allez faire un choix en adulte transactionnel et vous allez en assumer les conséquences. Bon. Et puis, le deuxième aspect, c'est, je crois que je vais arriver tranquillement à la conclusion de cet épisode là-dessus, c'est que moi, j'ai pas envie de vous faire des épisodes dramatiques, des épisodes ou des stories, peu importe, des prises de parole dramatiques, qui jouent avec les peurs et l'anxiété et blablabla. Déjà parce que je passe mon temps à râler après ceux qui font ça et surtout qui instrumentalisent les peurs
pour vous faire gober tout et n'importe quoi. Mais je pense que sans être dans cette démarche de jouer avec les peurs, de faire monter les peurs, etc. Parce que je vois aussi le potentiel de la situation, de comment les forces militantes et les forces sociales peuvent se saisir de la situation pour faire pencher la balance de l'autre côté. Et nous devons le faire. Personne ne va le faire à votre place, en fait. C'est vraiment cette question-là. C'est que c'est évidemment que le global crée le local se nourrit du global, mais les deux vont de pair. Donc en fait, à un moment donné, on peut pas compter sur la chance et on peut pas compter sur les autres. Je pense que toutes celles et ceux parmi vous qui sont militants, militantes, vous le savez, dans les luttes féministes, on sait très bien, c'est pas la peine de compter sur les autres. C'est les féministes qui ont gagné les combats, c'est les féministes qui ont arraché les victoires féministes, c'est les féministes qui font avancer le combat. D'ailleurs, un des combats à gauche qui avance le plus. Bon, c'est les personnes racisées qui ont gagné les combats antiracistes. Bref, enfin qui ont gagné et qui n'ont pas fini, loin de là, chez les féministes aussi, hein, bien entendu, mais les victoires qui sont arrachées, c'est les concernés qui les font. Et les alliés qui sont là en soutien et qui doivent apprendre à être de bons alliés. C'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet d'un épisode aussi. Bref. Mais à un moment donné, dans la situation actuelle, si elle vous inquiète, si elle vous angoisse, si vous avez de quoi. Je veux pas jouer avec les peurs et l'anxiété, mais par contre, on va pas se raconter d'histoire. Donc oui, il y a de quoi. Mais il est encore temps de faire quelque chose. Il est encore temps de participer, il est encore temps de s'engager. Et là, c'est pas la peine de compter sur la chance, sur un sursaut mystique ou je sais pas quel autre truc qu'ils nous inventent là, c'est pas la peine de compter sur la chance et c'est pas la peine de compter sur les autres. Personne va mener le combat à votre place. Surtout si vous êtes du même côté politique que moi. Je vous le dis clairement, tant que la vie continue, la lutte continue, vous n'avez pas les médias de votre côté, vous n'avez pas les institutions de votre côté, donc à un moment donné, le combat va pas, se faire à coup de sursaut, comme ils disent. Mais c'est aussi une manière d'invisibiliser les forces militantes et c'est une manière aussi de dépolitiser les gens, de démobiliser les gens. Il n'y a pas de sursaut. Il n'y aura pas de force mystique, c'est pas la chance qui va nous sortir de cette situation. Et c'est pas les autres qui vont nous sortir de cette situation, c'est à nous de nous engager, c'est à nous de participer, et après, évidemment, ça amène plein de questions à l'échelle individuelle, de ceux qui peuvent, de ceux qui peuvent pas, de ceux qui peuvent pas complètement, de ceux qui sont dans des situations, bien entendu, de grande précarité avec un S, parce que les précarités, enfin la précarité est toujours multiple, donc les précarités, ou pour des raisons de santé mentale, ou pour des raisons de santé physique, ou parce qu'ils ont des enfants malades, enfin bref, il peut y avoir un milliard de raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas s'engager ou pas pleinement. Par contre, celles et ceux qui, comme moi, le peuvent, je vous invite vraiment, si ça vous appelle, à le faire, parce que c'est maintenant. Donc voilà, je vais pas jouer avec les peurs parce que je vois le côté, le potentiel qu'il y a dans cette situation. Maintenant, on va pas non plus se raconter d'histoire. Et comme je viens de le dire, c'est pas la chance, c'est pas un phénomène mystique, c'est pas un sursaut, et c'est pas les autres qui vont mener le combat à votre place. Donc en fait, à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne ses responsabilités. On est appelé par l'histoire de ce qui est en train de se passer. On va pas minimiser la situation. Oui, bien sûr, il y a un danger de l'extrême droite, clairement, dans plein de pays. Le danger n'est plus un danger, c'est la réalité. Chez nous, c'est un danger grandissant, inquiétant, effrayant, c'est certain. Mais ça fait partie de l'histoire des luttes. Donc, encore une fois, la question c'est à quel moment vous voulez vous engager. Mais peut-être que plus tard, ça sera plus possible. Au minimum, soyez de bons alliés. Au minimum, on va dire ça, on va conclure là-dessus. Au minimum, être de bons alliés, soutenir les camarades, relayer leur travail quand vous pouvez le faire. Voilà, rejoindre les associations, militer, tracter, politiser vos accompagnements, faites du militantisme auprès des gens qui vous entourent. Renseignez-vous, formez-vous. Il y a plein de manières. Il y a vraiment plein de manières de participer. Il y a plein de sujets. Il y a de plus en plus d'initiatives. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, au minimum, être de bons alliés, allez vous former, soutenez les camarades, partagez leur travail, soutenez-les quand ils sont à bout de nerfs, ne les dépolitisez pas, ne les démotivez pas, et surtout, par pitié, tenez la ligne, faites front. On lave pas son linge sale en public. Donc, on règle nos conflits, nos désaccords en interne, au sein des cercles militants, au sein des groupes d'action, au sein des partis politiques. Nous avons tout le droit et c'est bien pour ça qu'on se bat, c'est pour le garder en plus d'ailleurs, hein, d'avoir des désaccords, enfin bon bref c'est le truc lunaire de la situation, c'est notre sujet, d'avoir des désaccords, d'avoir des discordances, d'avoir des divergences de lignes, bien entendu, c'est essentiel, c'est fondamental et de toute façon c'est historique au sein de la gauche. Ce problème ne va pas se régler demain matin, voilà, faites-vous une raison, on va pas demain matin tous se mettre d'accord sur tout, ce n'est pas possible.
parce que nous n'avons pas les mêmes lignes et parce qu'il y a des divergences fondamentales. Après, ça amène la question de la stratégie, des candidatures communes, des candidatures séparées, tout ça c'est des questions de stratégie, ça se discute, ça se débat. Par contre, quand on prend la décision, ou quand la décision est prise, de dire qu'on fait par exemple candidature commune, comme ça a été le cas pour les législatives anticipées de juillet 2024, par pitié, camarades, l'unité. Si on décide de faire unité, on fait unité, et donc on défend les camarades, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça nous a coûté à nous aussi, ça vous a sûrement coûté à vous aussi. On a dû, pour beaucoup d'entre nous, ça a été mon cas, d'aller militer dans une circo où la députée, elle est pas de mon parti. Mais on a dit qu'on faisait unité, on a dit que on faisait l'union, alors on défend l'union. Encore dans cette idée de, il faut penser collectif, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va pas gagner un quelconque combat si on passe son temps en place publique à se tirer dans les pattes et à jeter les copains sous le bus, en fait. Donc si ce sont des camarades, eh ben on les soutient. Et quand on n'est pas d'accord, et on a toujours beaucoup de raisons de pas être d'accord, mais c'est bon signe. Ça montre que il y a des idées, il y a des prises de position, il y a des stratégies. On n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même vision, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vécus. Eh bien on en discute, on s'engueule, on débat, on change d'avis, on teste différentes stratégies. Mais par contre en public, l'unité camarade, par pitié. On n'a pas besoin de plus de division. Qu'on règle nos désaccords en interne. Et encore une fois, hein, c'est pas pour arrêter les discussions, il faut absolument continuer à discuter. Mais c'est pas la peine d'aller laver son linge sale en public, parce que je vois très bien, et vous voyez très bien, comment l'extrême droite se saisit, en fait, de ces divergences et de ces désaccords pour venir s'engouffrer là au milieu. Hein. Donc évidemment, il faut apprendre à tenir les lignes, à faire front. Et puis voilà, écoutez, je crois qu'on s'est dit quand même pas mal de choses. Je suis en train d'attraper mon truc, ça fait 1 heure que je parle. Ok, c'est bon, c'est assez long comme ça. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que cet épisode il vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des gens autour de vous que ça pourrait intéresser d'une manière ou d'une autre. Pour tous les militants et militantes qui m'écoutent, je vous remercie. Petit 1, de faire ce que vous faites. Je vous applaudis dès demain, parce qu'on s'applaudit pas assez, hein, par moment, on se dit pas assez bravo et compagnie, donc vraiment, heureusement que vous êtes là. Pour tous les militants et militantes en devenir, je vous assure que ça a beaucoup de bons côtés aussi, et surtout je vous assure que vous aurez pour vous le fait d'avoir participé, hein, d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez pas regarder en arrière en vous disant que vous n'avez rien fait. Après, vous faites en fonction de vos compétences, en fonction de votre temps, en fonction de votre énergie, en fonction de votre santé, en fonction de votre condition sociale, en fonction des outils que vous avez, des moyens que vous avez. Bref, après, vous faites en fonction de ce qui est possible. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Hein? C'est déjà pas mal. Je vous envoie beaucoup de force. Je vous envoie beaucoup de sérénité, autant que faire se peut dans la situation qui est la nôtre. Et peut-être je vais conclure là-dessus, je vous envoie surtout le plus de discernement possible, ce qui n'est pas simple, clairement. Le plus de discernement possible dans tout ce bruit qui est fait, et qui, bien entendu, nous voyons très bien, hein, la stratégie qui est la leur d'assommer d'informations toutes les plus assourdissantes les unes que les autres, assommantes à chaque fois, qui permet de créer du brouillard, de nous noyer comme ça, et donc on est là en réaction de tout le temps, et puis surtout des fois ça rend difficile de prendre du recul sur ce qui se passe et de voir peut-être un peu plus clairement, un peu plus de manière plus discernée ce qui est en train de se jouer. Donc je vous envoie de la force, je vous envoie de la sérénité, je vous envoie du discernement, je vous envoie du courage, bien sûr, et je vous envoie le sens du devoir, peut-être. Tant que la vie continue, la lutte continue, et il faut qu'on le fasse. Donc l'unité, camarades. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à très bientôt. Ciao, ciao.